Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu par rapport à l'achat d'une première caméra astro. Quand vous faites de l'astrophotographie, généralement vous commencez par des appareils photo numériques, les propres réflexes ou le propre appareil photo hybride qu'on possède pour prendre des photos diurnes. Et puis après, au bout d'un moment, on se fait sentir le besoin d'aller vers des équipements qui sont naturellement défiltrés, à savoir que les appareils photo numériques possèdent un filtre qui va bloquer les infrarouges, et c'est ça qui va faire perdre beaucoup de luminosité, beaucoup de signal au niveau des objets qu'on va prendre en photo, en astrophotographie. Et donc on va se diriger naturellement au bout d'un moment vers les caméras astro qui sont, comme on se peut s'en douter, elles, directement équipées des filtres qui vont bien et qui font que ça ne coupe pas l'infrarouge et tout le signal qui est présent au niveau des objets dans le ciel profond. La difficulté quand on veut acheter une première caméra astro et qu'on s'y connaît pas forcément, c'est que il y a, comme souvent dans ce cas-là, beaucoup de possibilités, beaucoup de choix, et qu'on est forcément un peu perdu. Donc je vais vous proposer de faire une vidéo rapide sur ce sujet-là, au niveau du choix, de l'achat. Alors on va bien entendu parler de mon choix personnel, puis en pleine réflexion là pour savoir quelle caméra acheter. Et donc il me semblait intéressant de voir par rapport à mon propre cas, ce qui pourrait vous intéresser à vous et qui pourrait vous guider également si c'est votre cas, si vous allez acheter dans les jours ou dans les mois qui viennent une caméra astro. Je vais partir du site d'Optique Unterlinden. C'est pas que j'ai des actions chez eux, non, pas du tout. C'est juste qu'il m'a semblé intéressant par rapport à la mise en page et par rapport au filtre proposé pour faire le choix, qui va me permettre un petit peu de vous expliquer tout ça et quelle était ma démarche. Quand vous arrivez sur le site, il est probable que si vous faites le choix dans les accessoires, puis dans l'imagerie caméra, que vous allez vous retrouver sur cette page-là, où il y a un tri sur l'ordre proposé par le site et aucun filtre pour l'instant d'actionner. Donc je vais voir avec vous ce qui moi m'a guidé. Alors pour moi l'achat d'une caméra astro, ça reste le choix d'un achat d'une caméra, et donc on va retrouver à peu près les mêmes contraintes qu'on peut avoir quand on achète caméra pour filmer en diurne ou un appareil photo numérique, à savoir qu'on va être en premier lieu limité par le budget. Il ne faut pas se leurrer, c'est souvent ça qui fait que l'achat se fait en fonction d'une fourchette. Donc là, si je choisis par exemple le tri par prix décroissant, du plus cher au moins cher, vous allez voir que tout de suite on va se retrouver avec des valeurs qui sont, on peut le dire sans jeu de mots, astronomiques, et donc ça ne nous concerne pas au commun des mortels, et on va bien entendu éliminer des différents prix qui sont à tel niveau, et puis de toute façon c'est pour des équipements qu'on n'utilise pas. Avant de taper dans les différents filtres et de voir éliminer les différentes possibilités, un petit bémol par rapport aux différentes caméras. Je vais revenir donc sur l'écran où on était, avec donc le prix par l'ordre proposé par le site. Et puis on va prendre une des caméras, pas les premiers prix. Voilà, mettons celle-là, donc la caméra couleur ZWO ASI 183 MC Pro. Pourquoi? Parce que je vais vous parler au niveau des caractéristiques des caméras et pourquoi il faut s'y intéresser avant de faire notre achat. Donc ici on voit que c'est une caméra ZWO, donc c'est la marque ASI 183, ça c'est le type de caméra. En fait le 183, ça on va le voir, le nom correspond par rapport au capteur à l'intérieur. Et donc MC, bon, pour MC c'est pour couleur, et MM ça sera pour les monochromes. Pro parce que donc à un certain moment on a besoin de caméras qui ont des capacités supérieures, et notamment par rapport au fait qu'elles sont refroidies, on va le voir. Et donc on a les différentes caractéristiques. Alors le type de capteur, c'est du CMOS. Par rapport à ce qui se fait comme capteur, je vous ramène vers la vidéo que j'avais
indiquait un petit peu tout ce qu'on devait savoir sur les capteurs. On a les capteurs CCD et les capteurs CMOS. Maintenant, vous allez trouver 99% du temps des capteurs CMOS pour les caméras qui sont accessibles aux amateurs. Le type de capteur, on voit que c'est du CMOS IMX 183, donc comme je disais tout à l'heure, c'est ça qui va faire l'appellation de la caméra. Et en fonction du capteur, vous allez avoir les différentes marques qui vont utiliser ce capteur-là. Vous allez avoir à peu près les mêmes caractéristiques. Il y a l'électronique qui va changer d'une marque à l'autre, entre ZWO, OTIC et autres. Mais bon, vous avez le capteur étant le plus important, c'est souvent ça qui va faire la différence entre une caméra et une autre. Donc on voit que le format du capteur, c'est du 1 pouce. On le revoit également après au niveau de la taille du capteur. La résolution permise par ce capteur, c'est du 5496 par 3672. Donc là, c'est une notion qui, à mon avis, est assez connue maintenant si jamais vous faites de l'imagerie numérique. La résolution, vous en doutez, c'est le nombre de pixels que va vous permettre en largeur et en hauteur le capteur. Et donc ici, ça va correspondre à un peu plus de 20 millions de pixels. Et une notion très importante, la taille du pixel. Donc c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est une notion que j'évoquerai que très rapidement par rapport à ce qu'on appelle l'échantillonnage. Si vous avez des tailles de pixels qui sont trop petits, vous n'allez pas pouvoir faire des échantillonnages corrects. Si vous avez une taille du pixel qui ne correspond pas à l'échantillonnage par rapport à votre instrument, par rapport au télescope ou à la lunette, vous allez être soit en sous-échantillonnage, soit en sur-échantillonnage. Et donc ça donnera une qualité d'image moins bonne. Et c'est une notion importante, donc j'y reviendrai sur une vidéo dédiée. Mais sachez que voilà, il faudra faire attention à cette taille du pixel. Il ne faut pas être dans les tailles de pixels trop petits. Même si ça permet, on le voit ici, une résolution importante, ça va pas être parfait pour après le résultat attendu. Bon, la taille, la surface, ça on s'en doute, c'est par rapport au type de capteur et au format 1 pouce. Et après, vous avez une capacité, pleine capacité de charge. Là, on rentre dans des notions qui sont quand même un peu plus compliquées, y compris pour le pic de sensibilité. Donc, vous pouvez faire la comparaison entre les différents capteurs. Mon avis, déjà, si vous êtes limité par le budget, si vous êtes limité par... vous regardez par rapport à la taille des pixels et à la résolution, vous êtes déjà dans les critères les plus importants que vous allez avoir à choisir. La gamme dynamique, ça peut être important également aussi. Il y a des caméras qui font que du 8 bits. Là, comme c'est le cas, ça va jusqu'à 12, c'est une très bonne chose. Maintenant, les caméras les plus récentes et les plus chères peuvent dépasser également ce chiffre-là et aller jusqu'à du 16. Après, au niveau de la temps de pause, c'est ce qui va faire que les caméras sont plus ou moins versatiles. À savoir que malheureusement, il n'y a pas d'instrument parfait. C'est pour ça que souvent, on a des caméras d'un côté qui sont faites pour le planétaire, parce qu'il faut prendre beaucoup de photos, beaucoup d'images à la fois. Donc, on passe par de la vidéo. Et la vidéo donne la nécessité d'avoir beaucoup d'images par seconde. Et le ciel profond, là, il va falloir avoir des temps de pause plus longs. Et donc plusieurs secondes, 30 secondes à plus. Et donc bien entendu, si vous avez une caméra comme là qui a un temps de pause qui peut être très rapide, jusqu'à un temps de pause qui peut être très long, jusqu'ici 2000 secondes, on voit qu'on peut aller de façon... On peut faire à peu près tous les types d'astrophotographie, à savoir du planétaire ou du ciel profond. Après, on a le résumé, donc en fonction de la qualité, de la taille, à combien d'images par seconde on peut prendre nos captures. Donc ça c'est un petit peu la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que au plus on a de possibilités, on a plus de choix et plus la caméra sera versatile. Voilà, donc déjà on a pas mal déjà d'éléments auxquels penser. Et va se rajouter des capacités au niveau du refroidissement, parce qu'on a vu si on table dans les caméras pro, elles sont capables de refroidir. Ici, on a un refroidissement qui peut aller jusqu'à moins 45 degrés au maximum. Donc, on peut voir que si on a une température extérieure de 40 degrés, on pourrait descendre
donc en dessous des jusqu'à moins 10 degrés. Et donc, si on a des températures comme ça qu'on peut rester très froides, ben on aura forcément beaucoup moins de bruit thermique. Et donc, on n'aura pas besoin de faire des darks également à chaque sortie, puisqu'on pourra se faire une banque de dark à certains degrés, à certaines températures, et les réutiliser, puisque si la température est comparable, le signal thermique est comparable d'une sortie à l'autre. Après le poids, bon, le poids c'est forcément intéressant aussi si vous avez une limitation par rapport à votre monture. Mais bon, en règle générale, les caméras sont pas très élevées. Le surplus de poids peut être vraiment sur l'ensemble du matériel. Parce qu'on peut voir qu'on va pouvoir y rajouter roue à filtre, boîtier ASIER, lunettes de guidage. Et il y a pas mal de poids supplémentaires qui peut s'ajouter. Voilà, donc ça c'était pour un rappel rapide par rapport aux différentes caractéristiques qu'on va pouvoir trouver. Et donc on va repartir donc sur le choix. Voilà, comme je disais, donc on arrive sur ce premier écran là où on a les toutes premières caméras les moins chères. Et la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui est vraiment fait pour notre pratique astrophotographique. Bah, déjà, moi je vais faire un choix un peu radical. Je vais partir sur une seule marque. Ici, on voit que Optik Unterlinden nous propose plusieurs marques. Et je vais d'emblée me limiter sur la marque ZWO, tout simplement parce que dans la pratique nomade que je vais avoir au niveau de l'astrophotographie sur mon télescope, bah, je vais faire le choix de lui ajouter un complément qui est assez connu, mais qui n'est pas négligeable, qui est le boîtier ZWO ASIER+. Pourquoi? Parce que je vais vouloir faire de l'astrophotographie sans avoir à déplacer forcément un ordinateur. Et ce boîtier-là est vraiment très intéressant parce qu'il permet de faire à la fois de la capture et même du stacking sans avoir à se déplacer avec un ordinateur. De toute façon, à partir du moment où vous abandonnez l'appareil photo numérique et que vous partez sur une caméra astro, dites-vous bien que la caméra astro seule, elle va pas pouvoir faire tout le travail que faisait l'appareil photo numérique, puisque l'appareil photo numérique avait la possibilité tout simplement de conserver les images sur les cartes SD. Et donc, à la maison, après en rentrant, vous faisiez votre travail de post-prod et pour sortir le plus de détails. Là, en fait, vous allez avoir l'obligation de stocker quelque part le signal, vu que les caméras en elles-mêmes ne sont pas capables. Et donc, vous avez la nécessité d'avoir soit un ordinateur, soit un équipement comme ici, le boîtier ZWO, qui va nous permettre d'avoir à la fois du stockage et à la fois de la possibilité de travailler les images et de les voir tout simplement, puisque la caméra n'a pas d'écran, ce qu'a un boîtier appareil photo numérique. Et cet écran-là va être apporté tout simplement par un téléphone ou une tablette qui va être associé au boîtier ZWO ASIER+. C'est pour ça que je vais partir sur la marque ZWO. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé d'aller dans ce choix-là. Moi, c'est être un impératif, donc je vais tout de suite cocher ZWO pour pouvoir me limiter aux caméras de cette marque-là, tout simplement parce que autant prendre une caméra qui sera le plus compatible possible avec le boîtier ASIER, même si le boîtier ASIER a la capacité de faire d'autres marques. Mais donc voilà, en me limitant sur cette marque-là, déjà j'ai la possibilité de m'assurer de la compatibilité entre le boîtier et la caméra. On voit déjà qu'il y a 41 choix quand même, hein, donc on est quand même dans une obligation d'avoir d'autres critères, parce que sinon vous avez encore beaucoup de choix. Là après vous avez le choix, on va dire le plus important. Tout à l'heure j'ai parlé du budget, ça reste le budget. On le voit ici en limitant à la marque ZWO, j'ai quand même un choix entre 180 et 4590 euros. Je vais pas mettre 4590 euros dans l'achat de la caméra. Donc bien entendu, les différents filtres vont encore faire tomber peut-être éventuellement ce prix-là. Mais vous allez voir qu'il y aura à un moment donné quand même le budget qui va intervenir.
Mais avant de partir sur le budget, il y a un choix fondamental qui est de savoir si on part sur de la caméra couleur ou de la caméra monochrome. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, la caméra couleur, certes, va vous permettre de faire des photos et des images d'emblée avec la couleur. Ce que ne pourra pas faire la caméra monochrome. La caméra monochrome, il va falloir lui ajouter des filtres. Et c'est pour ça qu'on utilise ce qu'on appelle des roues à filtres qui nous permettent de rajouter donc la capacité de filtrer en fonction, soit par exemple du signal RGB, donc rouge, vert, bleu, et donc d'avoir un filtre pour la luminance, pour le signal lui-même de l'objet, un filtre pour le rouge, un filtre pour le vert, un filtre pour le bleu, afin de pouvoir après reconstituer une image couleur, alors que la caméra couleur va vous le permettre d'emblée, et que vous allez avoir cette difficulté-là d'avoir du matériel supplémentaire, certes à installer, qui peut être guidé également par le boîtier ASIER. Donc on va dire que le frein il n'est pas technologique, mais il est dans l'idée de se dire que en plus de la caméra, il va falloir rajouter des éléments complémentaires, mais c'est surtout un frein par rapport, on va dire, au temps de travail que ça va nécessiter à la prise de vue, puisque vous n'allez pas simplement prendre des photos en noir et blanc, vous allez devoir prendre la photo en luminance, vous allez devoir prendre une photo rouge, une photo verte, une photo bleue, et un certain nombre de photos pour les accumuler, pour accumuler du signal. Et donc, sans la jonction de cette roue à filtre, vous n'allez pas pouvoir le faire. Donc, mettez-vous en tête que d'emblée, le choix couleur ou monochrome, il est clivant parce que soit vous voulez partir sur quelque chose de rapide où vous n'allez pas avoir besoin de faire ce travail-là d'ajout par rapport aux différents filtres. Vous allez avoir d'emblée de la couleur et vous allez simplement après prendre du signal pendant une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, voire plus. Et donc après traiter tranquillement chez vous si nécessaire pour améliorer le résultat par les différentes méthodes classiques. Mais le monochrome va vous demander un peu plus de travail, il va vous demander de séparer les prises de vue. Mais il va vous apporter aussi quelque chose qui est important, c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément filtrer par rapport au signal rouge, vert, bleu. Vous pouvez aussi filtrer ce qu'on appelle le SHO, c'est-à-dire filtrer en fonction du signal qui va être filtré par rapport au soufre, par rapport à l'hydrogène ou par rapport à l'oxygène. Et donc vous allez avoir d'autres couleurs, d'autres résultats et d'autres façons de représenter le ciel nocturne, le ciel profond. Et ça peut être aussi un choix à faire de se dire que si vous partez dans la couleur, dites-vous que vous êtes malheureusement limité dans ce que vous donnera la capacité de votre caméra couleur et donc dans le rouge, vert, bleu. Pour ma part, j'hésite encore entre le choix entre la couleur et la monochrome. Je sais très bien que la monochrome, ça va avoir des conséquences supplémentaires. Le budget ne sera pas le même aussi, on va le voir. À savoir qu'une caméra monochrome sera, avec un capteur équivalent, sera toujours plus cher que la version couleur. Pourquoi? Vous vous en doutez, c'est au niveau marketing, au niveau des marques, elles ne sont pas bêtes, elles savent très bien que une personne qui va vouloir partir dans quelque chose d'un peu plus élitiste, qui va vouloir avoir la capacité de faire du filtrage aussi bien RGB que SHO ou autre, il va se retrouver à choisir la monochrome. Et donc malgré le fait que la caméra monochrome, paradoxalement, c'est une caméra qui est exactement la même que la caméra couleur, et la caméra couleur, on lui a juste rajouté une matrice de Bayer pour pouvoir faire cette capacité de couleur. Donc une caméra monochrome, finalement, c'est même, on va dire, un point de vue technologique, moins compliqué à faire qu'une caméra couleur. Eh bien, vous allez vous retrouver avec un prix plus élevé parce que c'est plus intéressant pour les marques de partir sur ce choix-là. Et donc, au niveau du nombre de caméras qui sont vendues, etc., bien entendu, il y a plus de couleurs qui est vendu que de monochrome. Comme je l'ai dit, ça reste un choix un peu plus élitiste. Donc, c'est pas le premier choix et le choix le plus courant. Donc, c'est pour ça que la caméra monochrome sera un peu plus chère. Donc avant de faire ce choix-là au niveau du type de capteur, si je choisis en couleur ou monochrome, comme j'ai dit, c'est pas forcément là-dessus que
j'ai encore l'hésitation et donc je sais pas encore. Je vais quand même choisir monochrome. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que de toute façon, à partir du moment où les monochromes sont choisis, ben, je sais qu'il y a aussi les couleurs qui vont à peu près être équivalentes. L'autre choix ben, primordial, ça va être l'usage de la caméra. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de caméra parfaite. Euh, on va ici, Optic Unterlinden a séparé en trois types d'usage. L'autoguidage, ben là, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Nous, on veut partir sur une caméra vraiment de capture. Donc là, ben, on a le choix entre simplement une caméra qui est capable de faire du planétaire, du solaire. Si cette caméra elle est dans cet esprit-là, ben, on l'a dit tout à l'heure, c'est parce qu'il faut faire de la vidéo et pouvoir prendre beaucoup d'images par seconde pour obtenir un meilleur résultat possible, pour éliminer la turbulence et pour avoir le plus de détails au niveau des planètes. Mais si nous, on veut quelque chose d'assez mixte, qui peut être capable de faire du planétaire, du ciel profond, bah, les constructeurs se sont mis à sortir des caméras qui ont cette capacité-là. Et je pense que ça va être plus intéressant pour vous de partir sur ça. La spécialisation planétaire solaire, c'est vraiment quand vous voulez vous limiter à ce type d'usage. Et à mon avis, de nos jours, bah, on aime bien être touche à tout à ce niveau-là. Et donc, on va partir sur du mix. Donc on voit déjà que rien qu'avec ces choix-là, on a déjà limité un petit peu notre choix possible. On se retrouve avec plus que 15 caméras possibles. Et après, donc on va se retrouver, bon, le refroidissement, là, vu les types de choix qu'on a déjà fait, on est déjà dans les caméras pro de ZWO et donc on n'a même pas besoin d'indiquer qu'on veut du type de refroidissement par air. On a les 15 mêmes choix. Et donc, on va se retrouver avec le budget. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport au budget, il va falloir y passer, malheureusement. Hein. On ne va pas mettre 4 590 € dans une caméra. Donc, je vais me mettre le tri quand même par prix décroissant. On va voir que donc, dans ce choix-là, on a effectivement la ZWO Asie 6200 mm, donc monochrome, qui est la plus élevée à 4590. Si vous avez le budget pour, allez-y. Hein, c'est évidemment la caméra la plus performante et celle sur laquelle il faut aller pour vous. Si jamais vous êtes limité par le budget, là, vous allez vous dire, de toute façon, je ne vais pas dépasser un tel budget. Je ne vais pas filtrer pour autant, parce que bon, il n'y a pas beaucoup de choix. On les a rapidement donc à l'écran. Mais par contre, on va parler tout de suite, si on élimine les plus chers, on va se retrouver avec, on va dire, à partir de l'Asie 1600 jusqu'à donc la caméra 183, Asie 183 mm. Et donc c'est dans ce choix-là qu'on va faire notre choix final, notre décision finale. Et donc là, après se retrouvent donc les limitations qu'on a vues tout à l'heure par rapport aux caractéristiques. On se doute que par rapport à un prix plus élevé, ça va être des capacités plus intéressantes. Pour l'instant, ce qui fait la différence de prix, c'est que par exemple ici Optic Unterlinden nous propose d'avoir des packs avec la caméra en elle-même, mais aussi une roue à filtre et différents filtres. Donc c'est ça qui fait que le prix est plus ou moins élevé par rapport aux différentes versions là qu'on voit de l'Asie 1600. Donc ça, c'est les premiers choix, c'est avec la caméra de façon, on va dire, classique. Je veux dire classique dans le sens que c'est la caméra plus une roue à filtre qu'on rajoute. Alors que là, on voit que ZWO a même sorti des boîtiers avec la roue à filtre directement intégrée dedans. Donc ça peut être un bon choix également. Donc c'est quand il y a la référence GT. Donc c'est un boîtier tout compris avec la roue à filtre à l'intérieur. Et la possibilité donc de rajouter des filtres. Là, le prix s'entend sans les filtres intégrés, alors que quand on a ces packs-là, il y a les différents filtres en plus. Après, pour ce qui est du choix au niveau de la Asie 1600, parce qu'on le voit en gros, hein, on a déjà beaucoup moins de choix. On a l'Asie 1600, l'Asie 294, l'Asie 183, et donc l'Asie 133. 733. Donc on a plus que 4 caméras à choisir. Pour ce qui est, que je vous disais, si vous êtes en budget plus ou moins limité comme moi, vous allez avoir à vous demander déjà
vous reposez la question de savoir si vous partez sur de la couleur ou du monochrome. Si vous avez une pratique astrophotographique prévue pour être de façon très régulière, pouvoir y donner beaucoup de temps, partez sur de la monochrome avec roue à filtre, ça sera le meilleur choix. Pour ce qui est de la séparation entre la 1600 par exemple, la 183 ou la 294, là après c'est au niveau tout simplement de la capacité des caméras. Donc si je prends par exemple la 1600 MM Pro, donc la monochrome, et qu'on va sur les caractéristiques, donc par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, donc ce qui est important à retenir ici, c'est que le taille du pixel est plus élevé. On est à 3,8 microns. Et donc là, on se retrouve avec ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'échantillonnage, faire attention par rapport à notre instrument. Moi, je sais que par rapport à mon Newton 150-750, il ne faut pas que je parte dans des tailles de pixels trop faibles. 3,84 c'est dans les bonnes tailles. En dessous, ça risque d'être un peu compliqué. Donc on voit que l'Asie 1600 pourrait être un bon choix là par rapport à mon télescope. Et le reste est assez intéressant. Donc 16 millions de pixels, ça reste quand même une résolution assez intéressante. Le format 4 tiers de pouce, on a vu par rapport à tout à l'heure, c'est plus élevé que le format 1 pouce. C'est une caméra monochrome, on a dit, donc il faudra y mettre une roue à filtre. Après, donc au niveau des sensibilités, de la gamme dynamique, etc., on retrouve ce qu'on a vu après tout à l'heure. Donc il va falloir avoir la capacité de voir à pouvoir faire le plus ou moins d'images possible. Pour le planétaire, on voit que si on se limite à une taille de, par exemple, de 1920 par 1680 ou de 1280 par 1960, on peut atteindre quand même des valeurs assez rapides. On a 74 images par seconde, donc on peut avoir vraiment, par rapport du planétaire, quelque chose de très intéressant. Et on voit que pour le temps de pause, on peut aller jusqu'à 2000 secondes. Et donc, pour le ciel profond, on peut vraiment avoir le plus de signal possible pour nos objets. Pour le reste, on voit qu'on a en termes de connectique un port USB 3 et deux ports USB 2 et que on a une mémoire tampon de 256 mégas. C'est pas mal déjà, et donc on voit que ça, associé au couple du boîtier ASIR, ça peut nous donner des très bons résultats. Et on l'a vu, donc, mais c'est assez comparable de toute façon entre les différentes caméras. On a la capacité d'avoir une température par rapport à la température réelle, de diminuer de 45 degrés, donc d'avoir des températures froides qui nous permettent d'avoir le moins de bruit thermique possible. Et donc après, vous avez aussi ne pas oublier à partir à acheter aussi une alimentation qui est optionnelle, parce que c'est l'alimentation qui permettra de faire tourner les ventilateurs qui feront le refroidissement. N'oubliez pas ce détail-là, c'est très important. Et puis vous allez avoir la dimension de la caméra, le poids, donc ça c'est des notions assez évidentes. On le voit, le site là nous propose ce qui peut aller avec. Et donc, comme je disais, ne pas oublier d'acheter l'alimentation secteur, parce que ça c'est primordial pour le refroidissement. Si vous partez sur du monochrome, il faudra penser à acheter une roue à filtre. C'est vrai qu'on commence à avoir maintenant un budget qui est pas négligeable, parce qu'on va se retrouver avec, comme je l'ai dit dans mon cas personnel, aussi le boîtier ASIR plus à récupérer. Donc on va dire qu'on est aux alentours, si on rajoute par exemple un lot de 4 filtres RGB, donc luminance rouge, vert, bleu, pour pouvoir faire les captures, on va commencer à avoir un budget aux alentours de 2500 €. Si vous voulez partir sur des budgets plus faibles, il va falloir faire le choix tout simplement de ne pas prendre une caméra monochrome mais une caméra couleur. Pourquoi? Parce que là, les prix sont un peu moins élevés, comme je disais. Et vous avez les mêmes caractéristiques de caméra. Je veux dire par là que, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a la 6200, elle est aussi en couleur au lieu de monochrome. Vous avez la 2400, la 2600 et celle qui va nous intéresser, c'est-à-dire la 1600.
Et donc, cette caméra-là, donc ça va être intéressant de partir que sur de la couleur, parce que vous n'avez pas l'obligation d'avoir la roue à filtre supplémentaire, pour avoir un budget un peu plus contenu. On le voit ici par rapport à une 1600, une 1600 en couleur, ça va vous partir sur des budgets aux alentours de 1200 au lieu de 1200, 1100 au lieu de 2500 comme on a vu tout à l'heure. Alors 2500 c'est avec le boîtier Azier, donc il faut quand même rajouter 360 €, là on le voit. Donc ici par rapport aux différentes caméras, on voit qu'on a des caméras qui commencent aux alentours de 1000 €. Et donc ça peut être intéressant de partir sur ça si vous avez une pratique qui est moins fréquente, et plutôt que d'avoir à faire le travail de rajouter la prise de vue avec les différents filtres pour retrouver la couleur. Là vous allez directement avoir le résultat en couleur par rapport à la capacité de la caméra, et avec un budget qui va commencer aux alentours de 1300-1400 €. Voilà, donc pour moi en tout cas, si je devais faire là le choix tout de suite de cliquer sur le bouton commander, comme j'ai dit, ça serait sur une caméra soit couleur, soit monochrome. J'ai pas encore arrêté mon choix, mais ça va dépendre de la volonté après de sortir souvent ou pas pour faire la prise de vue. J'ai pas une pratique, on va dire, très courante. Vaut mieux peut-être que je parte sur de la couleur pour limiter le budget et pour avoir moins de travail à faire, mais quand même s'éclater avec les différentes possibilités de ces caméras-là, notamment sur le fait qu'elles soient refroidies, que donc il y ait moins de problèmes de signal thermique et on n'ait pas l'obligation de faire les darks à chaque sortie. Et puis bon, vous allez avoir un budget qui est un peu plus contenu, et donc entre la caméra et le boîtier Azier, quelque chose aux alentours de 2400 €. Par contre, si vous sentez l'âme d'être un peu plus bidouilleur et de partir sur quelque chose de moins bloquant par rapport à la couleur, partez sur le budget avec la caméra avec monochrome, avec la roue à filtre, soit le monobloc avec la roue à filtre à l'intérieur, soit la roue à filtre séparée, et vous allez être dans un budget aux alentours de 2500 € avec le boîtier Azier. C'est une somme, mais voilà, c'est un tout, donc vous allez être plus après trop embêté par rapport aux différents choix qu'il faudra faire. Vous allez avoir à acheter des filtres petit à petit pour améliorer vos captures, mais bon, vous avez déjà de quoi faire dès votre première sortie avec ce type de matériel, nonobstant malheureusement le temps qu'il faudra pour se mettre pour pouvoir bien maîtriser le boîtier Azier et pouvoir l'utiliser sur les téléphones ou les tablettes. Voilà, donc pour moi c'est un peu comme ça que va se faire le choix définitif. Pour vous c'est peut-être un tout autre choix qui va être fait, mais je pensais que c'était intéressant de voir ce qui peut conduire vers tel ou tel choix, et quelles sont les possibilités qu'on rencontre le plus souvent sur le marché. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt sur Juste une mise au point.